Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va changer un peu de format et même en tout cas de thématique. Aujourd'hui, on va parler du business plan. Alors, en tant que créateur d'entreprise, c'est mon cas. Vous, ça va sûrement être votre cas. Vous êtes en train de devenir, ou en tout cas vous y songez. Dans ces cas-là, bravo et bon courage. Mais justement, l'idée, ça va être de créer de plusieurs petites vidéos sur en tout cas comment moi j'ai fait pour créer mes sociétés, voir un petit peu toutes les démarches que ça demande et surtout comment organiser un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui on va commencer par une question, c'est peut-être pas le début, c'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer en tout cas une entreprise de partir de zéro, mais on va parler du business plan. Souvent on me demande ce que c'est un business plan, à quoi ça sert, c'est surtout ça l'intérêt, et surtout comment on le fait. Donc un business plan c'est quoi? Ça va être un document qui va regrouper, alors en résumé ou pas, on va voir ça justement, mais qui va résumer ou pas votre activité. Donc, ça va de l'idée jusqu'à votre catalogue de produits, en tout cas votre champ d'activité, là où vous vous limitez, votre zone, en tout cas plein de choses différentes qui englobent l'intégralité. On va notamment parler des ressources et surtout, ça va être le nerf de la guerre, vous en doutez, du financement. Comment on finance son entreprise, comment on va trouver des financements. Ben voilà, le business plan, en fait, il reprend toutes ces parties-là, il va récapituler tout ça. Alors, du coup, pourquoi un business plan? Eh ben, en fait, c'est pour une raison très simple. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'intégralité de votre activité. Donc, pour vous, en soi, ça n'a pas un rôle primordial, en tout cas. Euh, il est important pour vous parce qu'il va permettre de mettre les choses au clair. Ça, c'est clair. Ceci dit, il va surtout être il va surtout être utile et intéressant pour les autres, notamment pour un financeur, que ce soit votre premier interlocuteur, ça sera probablement votre banquier, dans 90% des cas, ça va être sûrement votre banquier. Ça peut être également pour une levée de fonds, alors là-dessus, moi, n'en ayant jamais été fait, je vais pas trop en parler, mais en tout cas, voilà, ça permet, si vous voulez, sur des prestataires, sur des financeurs, sur des personnes qui peuvent vous accompagner à la création d'entreprise. Ça peut pas être pour la chambre de commerce et d'industrie, la chambre du métier, voilà, pour les différents intervenants lors de la création d'entreprise, rédiger le business plan va permettre en fait que tout le monde puisse comprendre les tenants et les aboutissants de votre projet. Donc c'est quand même un document qui est hyper important et à défaut, sans forcément que ce soit pour eux, ça va être aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'être pour vous. Ça va permettre de résumer, de mettre des mots sur une idée, ce qui n'est pas toujours évident, de mettre également pourquoi vous faites ça. Ça va être, je pense, le sujet d'une autre vidéo. Donc on va regarder ensemble un petit peu tout ça, comment ça s'articule. Euh, pour moi, on va distinguer deux business plans différents. L'un n'est pas mieux que l'autre, ils sont tous les deux différents. L'idée, c'est de même faire ces deux-là. On va avoir un business model, un business plan sous forme de Canva. Donc, en fait, ça va être sur une page, l'intégralité de votre business plan. Donc, forcément, on va être moins détaillé, moins précis, mais ça permet d'avoir vraiment tous les éléments sur une feuille synthétique, sur une page. Donc franchement, ça peut résumer, donc pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps, ça peut être très bien. Pour un prestataire, bien sûr, vous avez forcément le temps, en tout cas, il faudra vous consacrer à ce business plan-là. Et on va avoir aussi un autre business plan plus détaillé, qui va être beaucoup plus long. L'idée, c'est de vous montrer ces business plans, ces modèles-là en tout cas que j'ai adapté, que j'ai utilisé pour moi. Donc si ça a marché pour moi, ça marchera pour vous, je ne vois pas pourquoi. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On est donc sur le business plan, le Canva. Donc le Canva, c'est quoi? Vous voyez, c'est sur une page. Ici, vous avez, on va dire, tout ce qui va résumer votre business. Je vais zoomer dessus, comme ça, un petit peu. On va commencer par quoi? Alors, il n'est pas forcément dans l'ordre. L'entreprise, si vous l'avez ou pas. Il faut savoir qu'un business plan va se faire au fur et à mesure. Donc, vous n'avez pas forcément tous les éléments, mais c'est bien de le compléter au fur et à mesure. Ça va vous donner notamment et ça c'est hyper important, ça va vous donner le fait de lister ensuite ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et de vous mettre sur les tâches que vous n'avez pas encore faites, de vous mettre éventuellement une deadline ou en tout cas un temps pour justement travailler ça. Et ça va vous permettre de voir un petit peu votre avancée et de fur et à mesure concrétiser votre projet. On va commencer du coup par ici sur l'activité clé. Même pas, on va commencer sur l'offre, ça sera plus intéressant.
Donc sur l'offre, c'est quelle proposition de valeur pour vos clients. Ça, c'est hyper important. Pour moi, en communication, en marketing et donc forcément en entreprise, parce que vous êtes obligé de communiquer, ça va être le plus important. Quelle est votre proposition de valeur? Quelle est votre plus-value? En gros, c'est quoi la question? C'est expliquer ce que je fais en une phrase. Certains appellent ça le pitch. Donc c'est vraiment expliquer son activité. En gros, je suis un enfant de 6 ans et vous devez me dire votre métier, en tout cas votre projet. Et surtout, quel est l'intérêt de votre projet? Pourquoi vous et pas un autre? Si vous faites quelque chose d'assez innovant, vous allez pouvoir accéder là-dessus. Si vous faites quelque chose qui existe déjà, un métier qui existe déjà, ça va être pourquoi je vais choisir vous et pas un de vos concurrents. Donc, quel est l'intérêt de vous choisir vous? Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être sur les services que vous apportez. Ça peut être sur la manière dont vous voyez les choses, donc sur les valeurs que vous pouvez avoir. Peu importe. En tout cas, vous répondez à quel besoin. Ensuite, vous avez, pour moi, ce qui est assez important, c'est ces deux parties que vous allez voir ici, relation client et segment clientèle. On va commencer par le segment de la clientèle, parce que après avoir défini qui on est, ce qu'on fait et pourquoi, c'est déjà vous avez déjà fait une bonne partie du boulot. On va voir du coup les segments clientèle, en gros votre cible. C'est important de savoir à qui vous voulez, à qui vous vous adressez. Quelle est votre cible? Ça va être, donc il nous faudra des catégories socio-professionnelles, un âge, une zone, etc. D'être le plus précis possible, le plus complet possible là-dedans, parce que forcément, quand vous avez une cible définie, ça va être plus facile d'aller à sa rencontre. On verra éventuellement sur un autre plan, vous l'avez déjà vu normalement dans la vidéo du plan de communication, sur le persona. En fonction de cette cible-là idéale, je vais définir un personnage, donc une identité, un personnage en tout cas, inventé, sur lequel on va s'appuyer pour se donner des idées de communication notamment. Ça va surtout permettre d'imager votre cible, de lui donner vie. Relation client, là-dessus, c'est par rapport à cette cible et par rapport à votre positionnement de base, votre offre, sur ma proposition de valeur et ensuite sur mon segment clientèle, en gros, comment j'articule tout ça? Comment je fais en sorte que mon offre soit cohérente avec ma cible via quel type de relation je souhaite avoir, comment je souhaite m'adresser à eux. En marketing, on va presque parler de ligne éditoriale, on ne va pas aller jusque-là, en tout cas dans un business plan, mais dans l'idée, ça va permettre de voir un petit peu tout ça. On va voir ensuite les activités clés et les ressources clés. L'idée ici, donc dans l'activité, ça va être de détailler concrètement vos produits et services que vous proposez, ce que vous faites, et inversement, ce que vous ne faites pas. Pour moi, c'est au moins autant important, parce que dire je n'ai pas envie de faire ça, je ne propose pas ça, ça permet de dire non à un client quand il va vous le proposer. Au début, on se dit je veux un peu tout faire, je veux voir un peu comment ça se passe. Moi, c'est pas ce que je vous conseille, c'est vraiment de lister ce que vous avez envie de faire, parce qu'en général, quand vous mettez à votre compte, l'idée, ça va être de faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. On va voir que suivant les clients, c'est pas toujours le cas, croyez-moi. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire aussi, ça, je ne veux pas le faire. Comme ça, au moins, vous avez cette facilité de dire non plus facilement. Ressources clés, ensuite, ça va être quoi? Ça va être toutes les ressources humaines, financières, matérielles, vos compétences, les techniques que vous avez pour conforter ce projet-là. C'est une partie qui est assez importante parce que en un coup d'œil, on va pouvoir voir si vous avez les ressources nécessaires pour porter ce projet. Et si vous n'avez pas les ressources, c'est important aussi de les indiquer que vous avez besoin de telle ou telle chose, parce que ça va permettre à quelqu'un, justement, à un banquier, de vérifier si déjà vous êtes en adéquation avec votre projet, et en plus, s'il y a besoin de financement, de les voir ici. On a également les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est quoi? Ça va être toutes les personnes qui s'articulent autour de votre projet. Celles que vous cherchez. Ça va être les fournisseurs, ça va être votre comptable, ça va être votre banquier, ça va être n'importe qui. Toutes les personnes qui vont graviter autour de votre projet. Et enfin, on a fait le plus important, en tout cas ici, ça va être les canaux de distribution. Donc les canaux de distribution, ça va être quoi? Ça va être vos activités clés, vos produits, vos services. Vous les vendez chez qui, avec quoi, comment. En gros, ça va être quelle va être ma méthode commerciale, à travers quel canal je vais vendre. En tout cas, je vais communiquer, faire parler autour de moi pour derrière forcément vendre mes produits ou services. Je descends un petit peu, vous voyez, et ici, structure des coûts et source de revenus.
on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Structure des coûts, en gros, ça va être de dire quelles vont être mes dépenses principales, que ça soit, et là je fais le distinguo, à la création et pendant l'activité. Forcément, vous allez probablement avoir des coûts de création, ne serait-ce que pour l'achat d'un matériel. Demain, si vous faites, je sais pas moi, un dépôt de statut par exemple, un journal officiel, ça coûte des sous, ça, donc autant l'indiquer. Et pareil sur les coûts d'activité, dans le sens où pour que mon entreprise fonctionne, j'ai besoin de ça. Ça peut être un logiciel, ça peut être de la matière première, etc., etc. À vous d'estimer ces ressources-là. Et enfin, source de revenus, on arrive sur la dernière partie du Canva, ça va être quoi? Ça va être comment vous allez gagner votre vie, ensuite la marge que vous pouvez mettre, ça va être voilà, vraiment comment vous faites rentrer de l'argent et dans l'idéal, arriver à estimer, en tout cas comment vous vous projetez, quel va être éventuellement le chiffre d'affaires que vous projetez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. L'idée ici, c'est d'avoir, de vérifier que entre les coûts que vous avez et forcément les revenus que vous estimez générer, si ça peut vous faire, vous, votre salaire, de quoi en tout cas vivre, j'espère, correctement pour vous. Voilà pour le Canva, ça se veut très synthétique. Donc vous voyez, c'est un modèle Word. Donc je vous mettrai les liens en description pour télécharger le modèle. Et on va passer également à l'autre modèle qui va être plus complet et plus long, qui va être le business plan complet. On va reprendre forcément pas mal de choses par rapport au Canva. Donc ça va se répéter, c'est normal. Mais l'idée là, c'est d'aller beaucoup plus loin. Je vous ai fait une table des matières. Alors, on va commencer par la description du projet. On va un peu zoomer, ça sera mieux. Hop, un peu trop comme ici. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit pas trop mal. On va encore un peu zoomer. Ça mange pas de part. Voilà. Ok, du coup, description du projet, ça va être le titre. On va commencer justement par poser les bases. Donc, le titre du projet, ça va être le nom de votre entreprise. Pareil, si vous ne l'avez pas encore, vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Vous pouvez passer aux étapes suivantes. Les statuts, typiquement, c'est quelque chose qu'on vous fera à la fin. Parce qu'en fonction de tout ce que vous allez voir après, vous allez choisir le statut qui correspond mieux à vos besoins. Si besoin, on fera peut-être une petite vidéo sur les statuts. C'est pas là où je suis plus expert, c'est vite maman, il y a déjà plein de sources sur ça, donc on verra. Donc le statut, par exemple, vous allez le faire à la fin, en fonction de votre statut juridique et forcément, suivant le statut que vous choisissez, des statuts du document qui régit un peu toutes les règles de votre entreprise. Le pays hôte, c'est important sur la législation. Bon, ici, par exemple, ça sera France. Mais en tout cas, c'est important de le dire parce que c'est sur ce régime-là que vous allez devoir opérer sur ces lois-là. La localisation du projet, ça veut dire où est-ce que vous comptez exercer votre activité. La présentation résumée, reprendre notre fiche. Donc si on reprend sur notre Canva de tout à l'heure, sur notre proposition de valeur, sur notre positionnement. La zone de chalandise, c'est quoi une zone de chalandise? C'est votre zone d'activité. Il faut différencier la localisation du projet de la zone de chalandise. Je suis par exemple dans le cas situé à Gap, dans les Hautes-Alpes. Par contre, en zone de chalandise, j'exerce dans toute la région PACA. Donc je suis à un endroit, mais j'exerce dans toute une zone. La zone de chalandise, c'est là où vous allez proposer vos produits, vos services. Forcément, si vous êtes sur Internet, ça va être la France entière, voire le continent, voire même le monde entier. À vous de délimiter votre zone d'activité. Ensuite, les participants au projet, parce que vous n'êtes pas forcément tout seul. Quand je parle participants, je différencie des autres acteurs qu'on a vu tout à l'heure dans le Canva. Ici, ça va être vraiment les parties prenantes, ça va être vos associés, typiquement. Donc ici, vous allez indiquer la personne, le rôle dans le projet, quelles sont ses compétences. Donc le rôle, ça va être ce qu'elle a fait, ses compétences et éventuellement ses coordonnées. On peut rajouter éventuellement même ensuite les CV de chacun. Pourquoi? Parce que demain, quand vous allez voir votre banquier, il va pouvoir vérifier que les personnes que vous avez choisies, en tout cas qui vous entourent, qui vous accompagnent sur la création de ce projet-là, sont cohérentes. En tout cas, que le choix de vos associés est cohérent avec vous et l'activité. Dans l'idéal, dans le choix des associés, c'est de vraiment trouver des personnes complémentaires. Plusieurs personnes qui font la même chose, au final, vous allez avoir une seule compétence. L'idée, c'est de vraiment avoir des personnes, des profils assez variés. Moi, c'est ce que je vous conseille.
Euh, je vous fais une petite parenthèse. L'idée, c'est d'avoir un nombre impair d'associés. Pourquoi? Parce que ça permet toujours d'avoir une partie prenante, une majorité, donc en cas de conflit. Et si vous êtes deux ou dans un nombre pair, c'est pas non plus une règle obligatoire, hein, le chiffre impair, ça va être de vraiment partager qui a la majorité. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir trancher en cas de problème. Donc si vous êtes à 3, c'est très bien. Si vous êtes à 2, par exemple, toujours qu'il y en a un qui est un peu plus. 51-49% d'une entreprise, ça je vous le conseille vivement, pour qu'il y ait quand même une majorité à un moment donné. L'idée va être de ne pas stagner et donc de pouvoir avancer coûte que coûte en cas de problème. Voilà pour les participants. Le projet. Ici, détail de l'activité. Alors on va reprendre forcément le résumé ici, le pitch, mais on va aller un peu plus loin. On va voir un petit peu tout ça. Ça, normalement, ça va être votre activité, vous savez en parler. Détailler les statuts de la société, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les statuts de la société, c'est un document qui régit le fonctionnement de votre société. Ça va être dans le cas, non pas d'une entreprise individuelle, donc si vous êtes auto-entrepreneur, ou micro-entreprise, c'est la même chose. Ça va être deux termes différents, mais bon, la même chose. Vous n'en avez pas besoin. C'est si vous êtes dans une société, je pense aux SARL, je pense aux SAS, principalement, par exemple, ben, il faut justement des statuts. Le mieux, je vous conseillerais le faire sur internet, choper un template, réadaptez-le et ensuite vous verrez en fonction de ça. Et enfin, on va partir sur les produits et services. Donc là, c'est vraiment votre catalogue produit. N'hésitez pas à détailler un maximum, quitte à faire directement vos fiches produits. Mais ici, on veut tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire aussi ce que vous ne proposez pas, justement pour l'indiquer. Donc ici, ça peut être un plus, donc produits et services, et faire un sous-titre, une sous-partie sur ce que je ne fais pas et ce que je ne compte pas faire. On passe à une partie en général que vous aimez beaucoup moins, et pourtant qui est la plus importante pour moi, ça va être la justification du projet. Parce qu'avoir une idée, c'est bien, c'est facile. Ceci dit, vérifier que cette idée est bonne, c'est tout l'intérêt, et c'est là où en général le bas blesse. On va commencer par une analyse du marché. En gros, c'est de vérifier que votre projet s'inscrit dans un marché et que ce marché finalement est porteur. On va commencer par quoi? La concurrence. Donc l'idée, ça va être de trouver, pour moi, je trouve que le mieux, c'est 4 concurrents. On va avoir 2 directs. Alors, des concurrents directs, c'est quoi? C'est des concurrents qui font la même chose que vous. Exactement la même chose. Peut-être de manière différente, d'où votre plus-value et votre positionnement, mais en tout cas, qui font la même chose. On va vérifier plusieurs choses, donc leur activité, leur prix, leur chiffre d'affaires, si vous le trouvez, normalement ça se trouve, etc., etc. La manière dont ils communiquent, justement parce que s'ils font la même chose que moi et que ça marche pour eux, ça peut marcher pour moi, donc autant m'en inspirer. Et on va prendre également 2 concurrents directs. Un concurrent indirect, c'est quoi? C'est un concurrent qui fait pas forcément la même chose que vous, mais qui va vous piquer votre client Par exemple, si je vends des jus de fruits, du jus de pomme, mon concurrent direct, ça va être le voisin qui fait aussi du jus de pomme. Le concurrent indirect, ça va être celui qui fait du jus d'orange, par exemple. Parce que la personne, quand elle va aller au magasin, elle va acheter soit du jus d'orange, soit du jus de pomme. Il ne fait pas la même chose que moi. Ceci dit, il va quand même me prendre mon client si il choisit, si le client prend du jus d'orange. Donc c'est bien de voir aussi comment ça s'articule, comment ces personnes-là communiquent, le chiffre d'affaires, le volume qu'elles font, justement pour anticiper et puis vérifier que c'est cohérent. On va partir ensuite sur les chiffres clés du marché. Ici, c'est de retrouver des informations, des chiffres importants. Pas besoin forcément de tout mettre, mais plus en mettre, mieux c'est. Ici, de montrer que le marché où vous placez, par exemple, je reprends l'exemple du jus de pomme, est porteur. En termes de quoi? En termes de fournisseurs, en termes d'aide éventuellement, en termes d'exonération, de législation. Voilà. Ici, comment le marché fonctionne actuellement et est-ce que c'est porteur? Ça va vous permettre vraiment de vérifier est-ce que là où je suis, le marché est porteur. Vérifiez toujours, effectivement, là je rebondis sur la zone de chantier de la localisation. Je vous prends un exemple tout bête, mais on peut s'imaginer par exemple bar à céréales. Aujourd'hui, c'est hyper tendance dans les villes, dans les grandes villes. Ceci dit, dans un petit village, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Parce qu'il n'y a pas forcément la cible, parce que les habitudes de consommation, etc., etc. Donc vous voyez qu'une idée, en fonction de votre zone, va être plus ou moins bonne. Donc tout ça, c'est à vérifier et à mettre là-dedans.
En général, si les chiffres sont positifs, mettez-les dedans. C'est vraiment important parce que ça va permettre de rassurer la personne, par exemple, qui va vous financer. Ce que j'aime bien faire aussi en général, c'est un SWOT ou MOF. C'est la même chose. Je vais prendre le terme français. Donc MOF, c'est un tableau qui regroupe les menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses. Vous avez sûrement déjà vu ce schéma-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, ça va permettre de faire un diagnostic sur un tableau, avoir l'état de votre marché rapidement. Il y a deux côtés. Il y a les menaces et les opportunités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une analyse externe. En gros, les menaces et les opportunités, c'est qu'est-ce qui va vous favoriser vous ou qu'est-ce qui va vous inquiéter vous, pas seulement vous et vos concurrents. En gros, une menace sur le marché, une forte concurrence, ça vous touche vous, mais ça touche aussi le voisin d'en face. C'est une menace. Une opportunité, ça peut être des aides. Ça peut, ça peut être des aides financières pour vous, mais votre concurrent peut éventuellement aussi les avoir. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Il va y avoir forcément des menaces et des opportunités différentes suivant votre marché. Et enfin, on a tout ce qui est interne. Ici, c'est ce qui va vous concerner vous, vos forces et vos faiblesses. Ici, vos points forts et vos points faibles, tout simplement. Dans votre activité, qu'est-ce qui fait que vous êtes bon et qu'est-ce qui fait que vous êtes moins bon. Ça va vous permettre de faire un état des lieux, une introspection sur vous et est-ce que ce que je propose, est-ce que mon idée, elle est intéressante. Et en tout cas, est-ce que je suis capable de le faire. Voilà pour la partie analyse du marché. C'est une grosse partie, ça va vous prendre plusieurs pages, en tout cas je l'espère. Comme je dis, plus c'est complet, mieux c'est. Parce que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, il va permettre de vérifier que cette idée-là est intéressante et en tout cas est financièrement rentable. Positionnement et valeur, normalement ça vous l'avez déjà vu, ça reprend, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le positionnement ça va être votre plus-value, c'est la raison d'être, ce pourquoi vous proposez cette activité-là. Alors oui, c'est pour gagner de l'argent, mais pas que. En tout cas pour vos clients, vous ne savez pas leur expliquer que je vends des jus de pommes pour gagner de l'argent. Si je reprends l'exemple du jus de pomme, moi, parce qu'il est bio par exemple, je veux proposer une alternative à la grande distribution et proposer un jus de pomme de qualité, par exemple. Avec certaines valeurs justement qu'on voit ici. Donc les valeurs, si je reprends dans le jus de pomme bio, ça va être des valeurs environnementales, de l'économie locale, etc. etc. C'est au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de porter, qu'est-ce que vous avez envie de donner aux gens par rapport à vos produits ou services. Ensuite, là on l'a vu tout à l'heure, donc on a aussi les cibles à qui vous vous adressez. Je passe rapidement dessus. Exécution du projet. On a fait le plus dur, maintenant il faut s'y mettre. Donc ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être intéressant de voir toutes les tâches que vous avez faites, toutes celles qui vous restent à faire, et du coup de les lister là-dedans. Et surtout, qui fait quoi, si vous êtes plusieurs. Si vous êtes tout seul, pas de bol, vous avez eu du boulot. Mais là-dessus, on peut même fixer des dates, comme je le disais tout à l'heure, des deadlines pour justement se donner aussi une motivation pour créer tout ça. L'organisation du projet et le rôle des tâches, forcément, si vous êtes plusieurs, qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Et les ressources, ça va être les ressources financières, matérielles, les compétences que vous avez et comment elles s'articulent. On passe par la partie plutôt importante, la partie des sous-sous. Pour l'argent, ici on va indiquer, alors c'est un tableau très, très succinct, j'essaie de le résumer le plus possible. Donc c'est un tableau qui reprend toutes vos charges, en tout cas tous les besoins que vous avez financiers. Donc ici on va indiquer, par exemple je prends mon jus de pomme, j'ai besoin de pommes, j'ai besoin d'un pressoir, j'ai besoin de bouteilles, j'ai besoin de machines pour conditionner, j'ai besoin de mes étiquettes, j'ai besoin éventuellement d'un local, etc., etc. Tout ce qu'il y a, là plus vous en mettez, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux que vous en mettiez une tartine, parce qu'on va voir que du coup vous avez réfléchi à tous les tenants et les aboutissants de votre projet et qu'au final ça passe moins que l'inverse. Il vaut mieux avoir une bonne surprise et moins payé que l'inverse. Donc ici, n'hésitez pas à indiquer donc la ressource, la quantité, le type. Alors quand je dis le type, c'est est-ce que c'est matériel, c'est du logiciel, etc., etc. La récurrence, est-ce que vous payez ça tous les mois, tous les ans, est-ce que c'est du one shot, peu importe, et le coût. Là-dessus, n'hésitez pas à lister vraiment tout. Vous avez besoin de téléphone, vous avez besoin d'imprimante, du papier, etc.
tout lister le plus possible, de le chiffrer forcément. Et du coup, ça va nous donner un coût à la création. Et le mieux, c'est de calculer le coût sur un an, ça me coûte combien, sur 2 ans, sur 3 ans. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de voir sur le long terme un petit peu ce que ça donne. Le plan financier, ça va reprendre un petit peu le tableau, mais en plus détaillé, éventuellement un prévisionnel d'un expert comptable, ça peut être le top du top ici. L'estimation du chiffre d'affaires, ben ça va être par rapport à votre étude de marché et votre étude notamment de la concurrence. Combien vous souhaitez, pas combien vous souhaitez, c'est une chose, combien vous estimez faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et derrière, on peut même donner quelle rémunération vous envisagez derrière ça. L'analyse des liquidités disponibles, en gros, actuellement, combien vous avez, combien vous êtes prêt à mettre dedans. On peut mettre également sur la dernière partie les financements, si vous avez déjà trouvé des financements, et les aides disponibles. Est-ce que vous avez retrouvé des aides? Ça peut être sur certaines plateformes, sur des porteurs de projets, etc. Quelles aides vous avez? Je suis allé assez rapide, j'ai essayé de faire ça assez rapide, encore 26 minutes, on a quand même pas mal discuté. De toute façon, les 2 modèles sont disponibles sous format Word. S'il y a besoin, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je n'ai pas beaucoup, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'être petit créateur. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez des questions, si vous avez des besoins, je serai ravi de vous y répondre. Je vous mets tout ça en vidéo et dans la description pour télécharger. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt.